Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous propose de commencer. Excusez-nous pour les quelques minutes de retard et la complexité technique pour réaliser une liaison avec Singapour. Voilà, donc, naturellement, nous sommes ravis de vous retrouver après 2 ans. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir des intervenants de très haut niveau et qui connaissent bien la Chine. Je voudrais d'abord vous présenter M. Véron, Dr Véron. Le Dr Véron avait participé à notre dernier atelier sur la Chine et l'Afrique il y a 2 ans. Et donc, il a pris goût à l'Ambrae et il est content de nous retrouver chaque année. Alors, parmi les petites difficultés qu'on rencontre, c'est que Emmanuel a eu un problème de dernière minute et il est obligé de nous quitter à 16 heures. Et donc, c'est bien sûr lui qui va commencer la présentation et on va modifier légèrement l'ordre de passage dans la mesure où vous pourrez lui poser les questions sur le volet politique intérieure chinoise et géopolitique, puisque c'est le domaine qui n'est pas traité, ainsi que l'économie. Et nous aurons ensuite nos 2 intervenants prévus, M. Cise, que je présenterai dans quelques minutes, et M. Fromageau, qui nous suit de très près depuis Singapour. Il était initialement prévu qu'il nous rejoigne, mais malheureusement, la situation sanitaire est très compliquée pour rentrer au pays. Sortir, c'est possible, mais rentrer, c'est plus difficile. Donc voilà, je vais aller vite, je vais présenter en quelques minutes M. Véron, et puis je présenterai les autres interlocuteurs à la suite pour essayer de gagner quelques minutes. Donc, Emmanuel Véron est docteur en géographie et en chinois. Il a effectué son doctorat en parcourant la Chine à pied pendant plusieurs mois, et donc il maîtrise parfaitement la langue. Il s'est spécialisé dans l'enseignement et la recherche. Il intervient dans des institutions tout à fait prestigieuses comme l'École navale et des universités, nombreuses universités et écoles. Et en plus, il est également intervenu à l'Institut de géographie. J'en passe, vous le verrez sur le résumé tout à l'heure qui apparaîtra. Et il intervient également dans un fonds qui distribue des financements sur ces sujets-là. Voilà, je vous laisse la parole, Dominique. Enfin, Emmanuel, pardon. Je gagne le public, non? Comme vous voulez. Ouais, c'est un côté professoral. Mais... Bah oui, je ne change pas les bonnes habitudes. Protocolaire à la muraille, c'est pas mal. Merci beaucoup, Francis, pour cette présentation que je trouve trop élogieuse. Donc, changez vite de slide. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser parce que j'ai une obligation parisienne. Et nous sommes à Deauville, donc ça va vite, mais quand même, donc je vous prie de m'excuser, je dois partir à 16h00. Donc on va essayer de faire court, efficace, sur un sujet qui est énorme. Un grand merci à l'Ambrae et à toute l'équipe de l'organisation de ce panel, de cet atelier. On est vraiment heureux de se retrouver après 2 ans d'interruption, en partie due à des sujets qu'on va évoquer tout de suite, qui sont des sujets chinois en fait, qui sont des sujets intérieurs chinois. Alors je ne vais pas vous la faire à la Trump. C'est un virus chinois, mais enfin, en tout cas, la question se pose. Il faut mettre les pieds dans l'eau, là. Alors, j'ai préparé 2 slides comme support, si vous voulez, à mon commentaire, pour cet après-midi. Je crois que c'est intéressant de voir, et je serai très preneur de vos remarques et questions, c'est la forte articulation qu'il y a entre la politique intérieure chinoise, sur tous les sujets, qu'ils soient sociaux, démographiques, financiers, bancaires, économique au sens large, urbanistique, technologique et des priorités de politique étrangère. Je crois que ce sera mon premier sujet, et finalement on va parler que de ça, c'est l'articulation forte qu'il y a entre priorités de politique intérieure et priorités de politique internationale, de politique étrangère. Deuxième gros sujet qui est en filigrane de tout ce qu'on va évoquer dans les 10 prochaines minutes, la période d'une Chine euphorique est terminée. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont connu les années 80, une Chine qui s'ouvrait progressivement au monde, de manière pragmatique, comme on avait aimé à le rappeler, au business international, des zones d'investissement, des zones d'ouverture, etc., pour arriver à une Chine que l'on connaît aujourd'hui, 60% de population urbaine, des réalisations industrielles
éloquente, etc., etc. Cette période-là, c'est à peu près achevé avec l'arrivée au pouvoir de l'actuel grand patron. Et depuis son arrivée au pouvoir, il y a 10 ans maintenant, nous avons un système qui ne fait que se resserrer sur lui-même et une matrice chinoise, c'est-à-dire la République populaire de Chine, avec des frontières en logique d'expansion, un système de sécurité et technologique lui-même rigidifié et en expansion, qui s'est complètement intensifié et autoritarisé, même si le mot n'existe pas, sous la mandature de l'actuel grand patron, chef du parti, chef de l'État, chef des armées, bien évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un des sujets sur cette slide en politique intérieure, mais qui est aussi valable en politique internationale, qui est cette année particulière de 2022. On attend la réception de Vladimir Poutine à Pékin dans quelques heures. Ils vont discuter de différents sujets. Je passe rapidement pour évoquer ma question si vous le souhaitez. Mais indéniablement, il y a l'obligation de réussite de ces jeux pour le régime, pour Xi Jinping, pour sa propre légitimité, au sens de l'obligation de réussite. Pas nécessairement le fait qu'il y ait de la neige partout. Je crois qu'on l'a suffisamment compris depuis quelques journalistes qui ont survolé par temps clair, dimanche dernier, les sites olympiques, et ont pu faire quelques tweets assez rapidement, malgré le contrôle de l'intranet chinois. Bon, la neige artificielle. Beaucoup d'artifices. Pas tant sur les questions écologiques, environnementales, mais plutôt sur comment le régime va réussir à vendre sa soupe à sa population, en disant qu'on a réussi, qu'on est les champions, qu'on a gagné, etc. Et comment ils vont essayer de servir ça à la population mondiale. Dans la perspective 2022 toujours, du prolongement dans le temps de l'actuel système, c'est-à-dire poursuite de la fermeture du pays, poursuite de la dégradation des relations internationales avec un certain nombre d'États, notamment des États en Asie, je pense au Japon, à la Corée du Sud, Taïwan bien évidemment, mais aussi en Occident, États-Unis en tête, Union européenne dans un deuxième temps. J'y reviendrai après sur ma slide géopolitique. Et donc on a ce système-là qui, aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, est plus dans l'euphorie du tout, mais qui est en train d'ouvrir une nouvelle page des réalités économiques, des réalités intérieures chinoises. Et qui est, quand on fait le listing rapide, sans faire de liste à la Prévert, mais quand on pointe un certain nombre de sujets, manifestement, sans être dans le China bashing gratuit, facile et quasi archaïque, on a une liste très longue de problématiques que l'actuel dirigeant doit gérer. Il doit donner des réponses concrètes pour la légitimité de son pouvoir. Question démographique cruciale, majeure. A priori, le chiffre d'1,4 milliard est en fait effondré autour de 1,2 milliard, 1 milliard. On perd de la population tous les ans en Chine. Année Covid 2020, à peu près 10 millions, 9 millions de naissances. 2021, on est tombé en dessous de la barre des 8-9 millions. Il y a 8-9 millions de bébés tous les ans, c'est pas mal pour des pays comme le nôtre. Sauf qu'on n'est pas du tout dans les échelles de masse critique. On est fondamentalement sur une accélération, en particulier de la modernisation chinoise, du vieillissement, de l'effondrement de la fécondité de la natalité, qui vont nécessairement poser des problèmes, d'abord intérieurement, dynamisme économique, capacité d'innovation et dynamisme tout court, si je puis dire, de la société civile chinoise, s'il en est, et s'il y en a eu. Autre grand problème, le coût lui-même de la modernisation accélérée depuis 30 ou 40 ans. Pensez à l'entretien des infrastructures partout dans le pays, en matière de gestion infra, c'est-à-dire béton, recyclage de l'infra, destruction-reconstruction, recyclage des matériaux, etc. Quand vous avez mobilisé plusieurs gigatonnes de béton en quelques années à peine. Plusieurs gigatonnes de béton en quelques années à peine. Partout dans le pays. Construction immobilière, construction de grandes infrastructures, dans l'énergie, dans les transports, dans la sécurisation de régions, etc., etc. Ce bilan extrêmement rapide a un coût. Et ce coût-là va intervenir maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un coût environnemental, c'est clair, il y a un coût financier stricto sensu. Pensez à l'entretien des grandes infrastructures aéroportuaires. Pensez à l'entretien du parc de logements chinois, c'est-à-dire loger l'équivalent de 2 milliards de gens, à peu près. Tout ça a un coût environnemental qui est éminemment important et qui sont des bombes à retardement, si on peut le prendre comme ça. Autre sujet intérieur, c'est la déconnexion, et c'est probablement un sujet cognitif ou intellectuel, voire métaphysique, qui est la déconnexion progressive de la société chinoise du reste du monde, en matière d'information, en matière de discours contradictoires, et donc qui va probablement causer un certain nombre de frictions dans les années à venir sur les débats d'opinion. Et on est sur une société, une trajectoire qui n'est pas que propre à la Chine d'ailleurs, d'une très forte polarisation des opinions
et une polarisation qui ne va que dans un seul sens. Et ça, a priori, dans la construction d'une puissance responsable et qui est dans une logique de communauté de destin, pour reprendre le vocable officiel du parti de Xi Jinping, ça pose manifestement question. Quelques traductions de cela. L'histoire d'évoque Grandet sur les infrastructures que j'ai évoquées tout à l'heure, qui est en fait un problème structurel sur de la corruption, de l'État parti qui diffuse et qui infuse, qui perfuse, si vous voulez, l'économie nationale, dans laquelle vous avez de gigantesques sommes, si vous voulez, d'argent, où les gens ne sont plus en mesure de payer leurs salariés, etc., et qui sont véritablement des formes de bulles, là, pour le coup, immobilières. Evergrande était probablement le système le plus avancé, le plus coûteux, autour de 300 milliards de dollars, ce qui est énorme. La réaction du régime n'a pas été celle de renflouer tout de suite, et d'ailleurs, on n'a pas eu un renflouement complet et total, ce qui est intéressant d'ailleurs à suivre dans leur capacité financière et bancaire. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les petits qu'il y a derrière. C'est-à-dire pour telle ou telle province, cette situation qui est à une autre échelle aussi vraie. Problématique environnementale, problématique sociale, économique sur ce sujet-là. Et puis, la question d'Hong Kong, très rapidement, je crois que l'histoire est faite, l'histoire est pliée, ce qui permet de vraiment confirmer qu'on est sur une nouvelle page, si vous voulez, dans ces relations-là et dans le visage qu'a la Chine aujourd'hui, et qui doit être un sujet particulièrement compris, notamment pour Hong Kong, qui était une place d'arbitrage, une place d'affaires, un hub logistique aéroportuaire, et qui aujourd'hui est complètement shunté, comme on dit, par la mégapole à côté de Shenzhen, puisqu'on a une place financière, parce qu'on a des équipements aéroportuaires qui montent en puissance, etc. Et Hong Kong se pose la question de son identité, de son essence même. Hong Kong se meurt, Hong Kong n'est plus. Et enfin, un dernier sujet, qui est la question du parti et du contrôle, avant de passer rapidement à des sujets géopolitiques purs, c'est la question, si vous voulez, du contrôle de tout et de l'obsession du contrôle de tout le temps. Juste deux sujets. La tech, on prend l'exemple d'initiatives, entre guillemets, l'initiative Alibaba, Tencent, etc., des grands géants de la tech et du numérique chinois, avec à leur tête, là, pour la partie Alibaba Jack Ma, qui est littéralement mis au newf, pour être poli, alors même qu'il était dans une logique d'introduction en bourse, donc de donner une dimension internationalisante à son économie, à son paysage entrepreneurial, etc. Ce qui traduit quoi? Ce qui traduit l'impossibilité, l'incapacité pour la Chine telle qu'on la Chine populaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, de véritablement être articulée au circuit financier et bancaire international. Pourquoi? Parce que ça remettrait en cause son propre système de corruption, son propre système sur ses trajectoires et son agenda caché. Donc plutôt que de laisser une introduction à l'IPO des parties d'Alibaba entre, etc., eh bien, je vais reprendre le contrôle là-dessus. Je vais dire à Jack Ma, va te promener un petit peu dans les montagnes jaunes avec ta casquette, tu es beau. Je le mets au secret pendant un moment, comme la tenniswoman, d'ailleurs, ces dernières semaines, pour d'autres sujets. Et puis, je vais reprendre le contrôle complet de l'affaire pour donner une orientation dans la R&D, donner une orientation dans les RH, donner une orientation idéologique de ces grands groupes qui apparemment étaient privés, a priori apparemment privés. Ça pose la question de l'innovation et ça pose la question, ce qu'on traitera après, de l'ampleur et de l'intensité de la rivalité technologique avec le grand rival américain ou ses alliés. Je pense à des Coréens, je pense à Taïwanais, je pense aux Israéliens dans une certaine mesure par rapport à ces sujets-là. Autre sujet sur l'obsession du contrôle, c'est qui déborde largement sur le domaine de l'innovation d'une manière générale. Ça pose question de la marge de manœuvre du parti qui n'est pas capable à laisser libre cours à de l'entrepreneuriat. Donc on va avoir une puissance qui demain, a priori en 2030, sera maintenue comme étant une des grandes puissances dans le monde, qui n'aura pas d'économie privée véritable, qui sera contrôlée, du tout contrôle, donc qui va donner un certain visage aux relations internationales, ce qui va donner un certain visage aux rapports de force internationaux. On peut mettre la slide suivante. Oui. Quelques minutes rapidement sur la partie géopole, entre guillemets, sans faire les gros mots, avant de prendre quelques questions. Évidemment. Attends, est-ce qu'il ne faut pas que tu avec ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Quelques questions rapides sur le sujet. Premièrement, c'est une question géoéconomique. Je disais en introduction de ce rapide commentaire que la période euphorique d'une Chine toute ouverte et dans laquelle le monde allait pouvoir se réaliser sur d'Eldorado est arrivée à son terme avec la décennie qui vient de s'écouler, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de manière corrélée à ce durcissement, à ce contrôle partout, tout le temps, c'est la pandémie et l'accélération de tendance qui précédait la pandémie.
Il est évident qu'on a une bouscule très forte dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ça pose la question de la croissance chinoise. On a des chiffres en 2021 qui sont extrêmement flatteurs, etc., qui sont en fait d'abord et avant tout des arguments de puissance, de soft power pour dire non, non, la Chine n'a pas de problème économique. Regardez, au contraire, on a une très bonne vitalité, et ce qui renvoie à l'écho d'une bonne gestion de la crise par le parti, par l'homme suprême. Dans les faits, on a une succession de problématiques économiques, je l'ai rapidement balayé, et surtout quand on regarde les résultats de la croissance qui est positive en 2021, c'est une très forte concentration sur une arme stratégique que la Chine a mis en place dès le printemps 2020, c'est-à-dire l'exportation et la vente de matériel médical. Matinée de je donne des masques à l'Éthiopie, je donne des masques à la région Rhône-Alpes, je donne des masques à Levallois-Perret, et c'est presque une chanson de sitcom sur Netflix. J'arrête. Non, derrière, c'est des opérations commerciales systématiques qui font du jus, puissamment. Et je vais donc être, rappelez-vous, c'est le milliard de masques, donc je la facture, j'ai pas le montant, mais intéressant, rien pour la France. Donc c'est à travers le recyclage industriel en interne de matériel médical, des boîtes comme BYD, par exemple, qui est une boîte automobile, qui a une implantation à Shenzhen, dans le Guangdong, puis qui a une implantation aussi dans les camps au Xinjiang, mais pas uniquement, de dire, bon, mais faites moins de capots de bagnole et d'équipements d'habitacle, etc., vous allez faire des masques, trucs que j'ai dans la poche. Je ne sais pas si celui-là est BYD, mais regardez tout de suite. Non, si vous avez mis, vous avez BYD sur un coin de masque. Donc voilà, c'est ça, c'est l'export et la vente de matériel médical. Vous pouvez décliner là-dedans respirateurs, etc., etc. Ce qui explique en large partie, si vous voulez, cette partie de croissance qui est tirée vers le haut. Affaire à suivre sur la demande mondiale, et quid de la croissance chinoise interne corrélée à son marché intérieur, son marché domestique, qui n'existe toujours pas solidifié, au sens où on pourrait l'appeler, l'identifier de ce qu'on voit en Europe. On n'est pas du tout sur le même niveau. Ça renvoie à la question de l'entrepreneuriat, ça renvoie à la question de l'épargne, ça renvoie à la question des comportements de consommation de cette supposée grande classe moyenne chinoise. Vaste débat, mais débat quand même. Je repasse rapidement sur la partie États-Unis et Europe, et je finirai de dire un mot sur l'Afrique, à l'image de ce qui pourrait être dans les relations du reste du monde. États-Unis, Europe. États-Unis en tête, pourquoi? Parce qu'on a, sans précédent et sans commune mesure, la traduction de ce qui était pensé, écrit à travers quelques notes pendant les 2 administrations Obama. Aujourd'hui, on est moins dans l'hésitation. La question des interdépendances fait qu'on hésite encore un peu. Mais oui, la Chine est un rival systémique compliqué parce que ce n'est pas l'Union soviétique, parce qu'ils savent tout faire et parce qu'en 40 ans, ils ont eu un niveau de rattrapage dans tous les domaines qui fait qu'on est en compétition avec cette nation post-impériale qui sait faire preuve d'agressivité et d'offensivité, si ça ne se dit pas, et qui nous remet en question en profondeur, à la fois dans la géopolitique, dans la politique internationale et dans notre modèle. Et donc, si vous voulez, la prochaine décennie, autour de questions comme Taïwan, autour de questions sur la situation ouïghour, autour de questions économiques et technologiques, va considérablement organiser le monde. C'est polarisation, atomisation. Polarisation sur les sujets technologiques et commerciaux, voire diplomatiques. Vous êtes avec nous ou contre nous. Même vocable que Bush au lendemain du 11 septembre. You are with us or against us. Global War on Terror. On est un petit peu dans ce vocable-là, sauf qu'on a affaire à une autre puissance qui est singulière et qui est une chose nouvelle pour la puissance américaine. Et puis, vous allez avoir ce que j'appelle l'atomisation, c'est-à-dire que chaque acteur, au regard de ce qu'est la mondialisation aujourd'hui, va pouvoir faire le choix et se devra de faire le choix au regard également des interdépendances de tel ou tel fournisseur, quand dans son business, dans son entreprise, telle ou telle action diplomatique en fonction de sa marge de manœuvre sur telle ou telle action diplomatique, pour ne pas trop dépendre des US, ne pas trop dépendre de la Chine. Et ça va être un jeu d'équilibre systématique, une acrobatie permanente. J'arrive sur l'Europe, j'en dis juste un seul mot, qui est en fait, qu'est-ce que l'on peut faire pour peser et pour être une force politique? Point barre. Le reste étant du léger réveil, après 40 années de cynisme et de naïveté vis-à-vis du partenaire, rival et opposant chinois, parce que c'est les 3 grands mots-clés, a priori, retenus par la Commission européenne depuis 2019. Et enfin, je dirais un mot, on prendra 2-3 questions si vous le souhaitez. La recomposition, qui elle-même s'est accélérée depuis le début de la pandémie, dans les relations sino-africaines. Quand vous regardez le dernier forum à Dakar, du fameux FOCA, qui est un forum sur les relations sino-africaines, vous avez non pas un mécontentement affiché, décomplexé de la part des États africains, mais en tout cas
un certain nombre de sujets qui sont mis en avant sur l'endettement systématique, la problématique de l'opacité dans des contrats bilatéraux, la problématique d'un agenda caché. Bref, en somme, un certain nombre de paramètres qui sont discutés, évoqués depuis au moins une dizaine d'années vis-à-vis des modalités de puissance de la Chine, qui sont elles-mêmes responsables, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez des grands contrats au Zimbabwe, quand vous regardez des grands contrats d'infrastructures minières, d'exploitation de ressources minières ou agricoles, quand vous regardez la situation en Ouganda, indépendamment de ce qui vient d'être négocié pour 10 milliards avec Total et la CNUC, quand vous regardez la situation en RDC, en Namibie ou autre, il y a cette volonté de faire autrement, parce qu'il y a une succession de dettes accumulées, cette sédimentation de dettes, dans lesquelles il va y avoir de la renégociation systématique, d'où l'intérêt pour Pékin de siéger à court terme dans le Club de Paris, qui est le gros sujet, dont on ne parle pas assez, la question du Club de Paris, FMI, et comment je peux peser dans la renégociation des dettes, à mon avantage, bien évidemment. Je vais finir par un seul mot. Je crois que ce qui est important de retenir par rapport à ces postures chinoises, la forte articulation politique intérieure et ses besoins extérieurs, jamais le monde n'a connu une Chine aussi puissante. Ça, c'est un sujet qui est la donne pour nous tous, pour la prochaine décennie. Contentons-nous de la prochaine décennie. Mais à rebours, et c'est important de bien le mémoriser et de bien l'intégrer, jamais la Chine n'a connu aussi un tel niveau de puissance, en dehors de ses frontières, puisque même la grande histoire nous donne un rayonnement, mais qui est limité à son environnement régional. Jamais la Chine n'a connu ce niveau de puissance. À nous d'être intelligents et de poursuivre la relation d'une manière qualitative. Merci beaucoup pour votre attention. Je prends quelques questions. Alors, je crois qu'on a le temps pour 2 ou 3 questions. Qui veut se lancer? Voilà. Allez-y, oui. Oui, bonjour, Nicolas Després, groupe Roquette. J'ai une question concernant les expropriations en Chine, notamment. Vous parliez tout à l'heure du beau ciel bleu avec les Jeux Olympiques. Si le ciel est tout bleu, c'est parce qu'ils ont décidé de fermer toutes les entreprises environnantes pendant quelques semaines pour limiter la pollution. Nous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, c'est un risque qui est clair pour nous, avec des demandes de fermeture administrative pendant plusieurs semaines. Et voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis, vous, en tant que spécialiste de la Chine, ensuite éventuellement à nos amis assureurs ou courtiers sur les possibilités de couverture de ce type de risque. Merci. Je réponds et je prendrai les questions. Je crois que c'est quelque chose qui est connu, en fait. Il y a une mémoire de ce type de processus. Pourquoi? Je suis dans l'obligation de donner une image qui est positive de mon pays, de mon régime, et donc de ma légitimité à gouverner. Le seul bon régime sous le ciel, etc. Et légitime, en l'occurrence, c'est ce que je dis très bien. Et donc, à partir de ça, je vais mettre en place, sur les questions d'image, questions cognitives, mettre en place des choses qui me permettent de présenter quelque chose de bleu, je dis, il y a une mémoire de ça, parce que quand vous regardez les précédents grands événements internationaux d'envergure, que ce soit les JO, l'exposition universelle, les grands sommets, etc., vous avez le même process qui est appliqué. Soit je ferme, mais à côté des fermetures, il y a aussi des décisions quinquennales, si vous voulez, régionales, de dire je vais déménager un certain nombre d'industries polluantes, en matière atmosphérique, loin des centres d'impulsion, loin des centres de pouvoir. C'est ce qui est initié depuis plus de 10 ans en Chine pour évacuer les grands centres industriels dans des régions centrales. D'ailleurs, et vous le voyez bien, on comprend bien le mécano, ces régions-là sont déjà à l'époque étaient moins accessibles, moins visibles, moins de visibilité. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va encore plus à l'ouest, c'est-à-dire plus sur les îles, le territoire est carrément fermé, interdit, même si c'est la tendance globale pour le territoire chinois. Donc il y a une mémoire, il y a une corrélation à l'aménagement du territoire. Et puis, il y a la question du flux, que je viens d'évoquer, et du reflux. C'est-à-dire qu'on va réouvrir les usines, regarder la situation de l'électricité, des pénuries d'électricité, qui pose un vrai problème en matière de risque, du printemps, de l'automne dernier, 2021. Parce que la consommation électrique était tellement énorme, les besoins en énergie étaient tellement réduits par rapport à la demande, qu'on a fait venir des wagons entiers de charbon dans les régions qui consomment, et on a relancé un certain nombre de centrales pour répondre à la demande, pour répondre au simple fait de la demande industrielle, la demande urbaine, si vous voulez, domestique. Donc, si vous voulez, il y a le flux et le reflux. Je pense qu'il est important pour vous, c'est la question de la mémoire, d'anticiper ce type de phénomène, concentré sur un environnement qui est très particulier, qui est cet environnement chinois, environnement entrepreneurial, environnement politique, environnement énergétique.
Bon, la partie qui concerne l'économie, les couvertures sera abordée ultérieurement. Une dernière question, Oui. si vous en avez. Les deux. Je ferai des réponses courtes. Allez-y, et après, excusez-moi, merci. Bonjour. Les dispositifs légaux qui sont en train d'être mis en place en Chine pour contrer la loi extraterritoriale des Américains, est-ce que c'est défensif ou ça se veut plutôt offensif? Les deux, en général. Est-ce qu'ils vont sortir de leur territoire? Je vais vous répondre rapidement. Ils sont déjà sortis de leur territoire. Sinon, on n'en parlerait pas de ville à la marée. Il y avait un collègue qui avait écrit un bouquin, j'arrête les anecdotes parce que sinon je vais louper le train. Mais quand même, je le termine. L'Europe est à la... non, la Chine est à nos portes. Ben, le mec s'est trompé, la Chine est dans ta cuisine, mon pote. Je fais exprès d'être vulgaire comme ça, je m'excuserai. Alors pour répondre sur l'extraterritorialité, il ne faut jamais oublier que la Chine, le parti lui-même en matière tactique et stratégique, a une lubie des gigantesques comme modèle les US, parce qu'ils ont réussi à faire du soft power, c'est une grande puissance, ils ont une armée gigantesque, ils ont des muscles, ils ont du silicone, je ne sais pas s'ils ont le détail, ils sont taxés de je ne sais pas quoi. Donc ils ont une fascination, si vous voulez, très forte, et notamment pour ce type d'armes, c'est-à-dire l'idéologie, extraterritorialité, usage du dollar, etc. Donc bien évidemment qu'ils en l'utilisent comme modèle, ça, puisque c'est quelque chose de fantasmé. La logique, c'est d'abord pour se prémunir de ceux dont ils fantasment, de ce qu'ils désirent, c'est-à-dire les Américains, pour protéger leur environnement économique et entrepreneurial. Deuxièmement, bien évidemment, que le Parti communiste, dans son essence, ne va pas se limiter à son territoire. Il est dans une logique offensive, tous azimuts, tout le temps. Il rentre là où il peut rentrer. S'il rencontre un obstacle, il contourne ou il recule. Et dès que c'est du beurre, il rentre. Voilà, on va lui demander. Et enfin, pour finir, bien sûr. Je suis intéressée sur la fermeture du pays, en commentant que en gros, le Chinois n'était pas prêt à voir à l'international et que le pays allait rester fermé. Non, 2023. 2023, ils sont. Vous avez je ne sais pas, vous êtes Madame, je vais faire Madame Soleil. Non, je ne suis pas Madame Soleil, mais j'ai vécu beaucoup en Asie. En 2023, vous devez être réponse. Vous pouvez le dire à votre PDG. Difficile de le dire dans les détails. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une fermeture durable. C'est extrêmement difficile pour un régime comme la Chine de dire maintenant, allez, c'est reparti open bar. C'est impossible. Et dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ce qui est probable en fonction du contexte sanitaire et stratégique, et après je m'en vais, je connais plus une nouvelle fois, c'est qu'en fonction des bonnes notes des citoyens chinois sur leur crédit social, ils seront encouragés à aller en fonction de l'environnement stratégique et sanitaire, j'insiste bien, au Club Med à Chamonix, non, je ne sais pas où dans les Alpes, à Sainte-Anne en Martinique, à Kemer, je crois qu'il a fermé pour les lits endiablés en Turquie, j'en passe au-dessus. Je vous quitte sur la Turquie. Merci, excusez-moi pour le... Merci beaucoup. Bon, mesdames, messieurs, excusez-nous pour l'ordre un peu décousu de cet atelier. Il est un peu tard pour vous souhaiter une bonne année, mais par contre, le nouvel an chinois vient d'arriver, hein, c'était le 1er février, et on a la chance, parce que dans ces périodes un peu tristes, on a la chance de tomber sur une année tout à fait remarquable qui verra la réalisation de tous vos projets. Donc c'est le moment de demander une augmentation, de postuler à de nouveaux postes, de vous marier ou d'avoir des enfants. Hein, donc c'est donc un signe très positif que nous envoie la Chine, malgré tout ce qu'on peut dire. Plus sérieusement, on va laisser la parole à Gilles Fromageau, qui nous parle depuis Singapour, je crois, hein, parce qu'à un moment on parlait de l'Indonésie, mais c'est bien Singapour finalement. Singapour, oui. Singapour. Voilà. Donc Gilles devait nous rejoindre, malheureusement c'était trop compliqué de rentrer à Singapour. Gilles est le DG pour AXA XL sur toute l'Asie. Il est chez AXA depuis 2007, ce qui est déjà beaucoup, et en Asie depuis 2017. Il pilote l'ambitieux plan de développement d'AXA en Asie, et vous verrez, vous serez surpris,
par les merveilleuses, enfin les remarquables réalisations faites par le groupe AXA, en Chine notamment, mais également en Corée. Donc, comme je vous l'indiquais, il est le directeur général de la partie grand risque, hein, et membre du conseil d'administration de AXA Chine et d'AXA Corée, et également conseiller du commerce extérieur. Voilà. Gilles, merci beaucoup d'avoir, parce qu'il est tard là-bas, il est 11h. Oui, voilà, il est 23h. Ouais. Voilà. Bon. Donc, vous avez la parole, et puis on vous suit avec beaucoup d'intérêt. C'est moi qui pilote ou c'est vous? Je veux bien que quelqu'un passe les slides, si c'est possible. Dans la mesure Ce sera moi, non? Merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci Francis pour cette introduction. Effectivement, je suis le CEO régional d'AXA XL pour l'Asie, basé à Singapour. C'est assez récent, j'y suis depuis quelques mois. Et avant ça, j'étais pendant 4 ans et demi le CEO d'AXA en Corée, une entité assez différente d'ailleurs, qui est spécialisée dans les assurances aux particuliers. Et effectivement, bon, je connais un petit peu la Chine, mais je prétends pas être un expert, loin de là. J'ai jamais vécu en Chine. Mais par contre, j'ai été fortement impliqué dans l'acquisition de ce qui est devenu aujourd'hui AXA Tianping, ou AXA Chine, qui est la première société d'assurance 100% détenue par du capital étranger. Et j'étais notamment en charge à l'époque de la préparation de son premier business plan, qui d'ailleurs ne s'est pas du tout réalisé, mais bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Et donc, je suis membre du conseil d'administration d'AXA Chine depuis un peu plus de 3 ans. Donc, bon, Emmanuel nous a donné une vision géopolitique de la Chine depuis les hauteurs. Bon, moi, je vais être plus terre à terre. J'espère juste vous donner quelques pistes sur la Chine et sur l'assurance en Chine depuis plus la perspective de la direction générale. Donc, sans rentrer trop dans les détails, j'espère vous donner un aperçu de ce qu'est le marché de l'assurance chinois, pourquoi il est important, même si ça peut paraître évident, et ce qu'il implique et représente pour à la fois un assureur ou pour un risk manager étranger. Donc si on va sur la slide suivante, voilà, je vais vous donner un aperçu du marché chinois de l'assurance. Alors bon, j'imagine que vous en doutez, mais le marché de l'assurance en Chine, c'est un marché qui est absolument énorme. Alors vous m'excuserez, les slides sont en anglais, mais c'est de la politique AXA. C'est le deuxième marché mondial, derrière les États-Unis. Il fait environ 650 milliards de dollars de primes. Bon, pour comparer, le marché français fait aux alentours de 230 milliards, et le marché français est déjà un des plus gros marchés au monde. Mais je pense que au-delà de sa taille, ce qui le rend intéressant, c'est que c'est d'une part un marché en forte croissance et qui est en train de vivre une transformation complète. La taille du marché a été multipliée quasiment par 3 en 7 ans. Le marché s'est beaucoup sophistiqué ces dernières années et il est toujours censé croître dans une fourchette de 9 à 10% par an d'ici à 2030. Donc forcément, c'est un marché où on a envie d'être présent. Et j'attire juste votre attention sur le fait que cette croissance entre 9 et 10% jusqu'en 2030, ça implique quand même 900 milliards de dollars de primes additionnelles. Ça fait un très, très, très gros gâteau. Et cette croissance, quelque part, elle a deux sources. D'une part, elle est portée par la croissance économique de la Chine, qui augmente le besoin en assurance d'une part et les sommes assurées d'autre part. Et ça, notamment dans le cadre du 14e plan quinquennal, qui met l'accent sur la transition vers un modèle économique qui est plus tourné sur la consommation intérieure et sur les services. Et également sur le fait que la pénétration de l'assurance aujourd'hui, même si elle augmente significativement, et elle a augmenté significativement ces dernières années, elle reste encore très inférieure à la moyenne des pays développés et du coup donne aussi des perspectives de croissance additionnelle. Donc si on passe au slide suivant, je vous parle très très rapidement d'AXA en Chine, hein, je ne vais pas trop faire de pub. Mais en Chine, on a une présence quand même relativement significative. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est le premier assureur étranger à posséder une compagnie à 100%, avec AXA Tianping. On en a fait l'acquisition de 50% en 2014 et les 50% restants en 2019. C'est une entité qui fait principalement de l'auto, de la santé et de la protection.
et pour un chiffre d'affaires qui est de l'ordre du milliard de dollars. On a aussi une compagnie d'assurance en JV avec ICBC, qui est la plus grosse banque chinoise, une JV dans laquelle on est minoritaire. On a également une JV dans la gestion d'actifs, AXA DB Investment Managers, et on a aussi d'autres activités classiques comme chez AXA, donc de l'assistance, mais on a aussi l'AXA Lab, qui est une sorte de laboratoire qui suit les tendances dans le domaine du digital, qui suit les startups qui sont susceptibles d'intéresser AXA pour de l'investissement, pour du partenariat, etc., etc. Donc en fait, quelque part, on est présent en Chine sur tous nos métiers. Alors, si on passe sur la slide suivante, on a vu avec les chiffres que je vous ai montrés avant que la Chine, c'est le principal moteur de la croissance du marché mondial de l'assurance aujourd'hui. Évidemment, les États-Unis encore en forte croissance, mais la Chine beaucoup plus. Et donc, dans ce marché, si je devais mettre en avant 3 caractéristiques principales de la dynamique dans laquelle il se trouve, je dirais donc 3 choses. D'une part, il y a aujourd'hui, tous les acteurs, des fortes opportunités de croissance en dehors de l'assurance auto. L'assurance auto, c'est environ 60% du marché aujourd'hui. Mais suite à la dérégulation qui a commencé il y a 2 ans, c'est un marché qui est devenu plutôt très déficitaire pour les assureurs locaux, y compris pour AXA. Et donc ces assureurs se tournent vers la création davantage de valeur ajoutée pour les clients afin de se différencier, et notamment dans le domaine de la santé où il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de nouveaux produits qui sont lancés. Le deuxième constat ou la deuxième caractéristique, ce serait qu'aujourd'hui, il est plus simple de rentrer dans ce marché que ce que ne l'était avant, et notamment pour des assureurs étrangers, suite à une série de nouvelles règles en 2019 qui ont ouvert de façon générale l'accès au secteur des services financiers et en particulier à l'assurance. Et du coup, AXA, comme vous l'avez vu, en a tiré profit, et Allianz, dans une certaine mesure également. Et la troisième caractéristique, je dirais, ce serait que les produits deviennent de plus en plus sophistiqués. D'une part parce qu'on observe une mutation de la société chinoise qui a des nouveaux besoins et des nouveaux moyens, mais aussi évidemment l'évolution de l'économie. Alors en parallèle, à la fois les acteurs économiques, les entreprises, mais aussi les individus prennent de plus en plus conscience de la notion de risque et de gestion des risques. Donc pour les entreprises et les acteurs économiques, ça va être l'importance du risk management. Les individus vont prendre conscience de l'importance de se protéger soi-même, protéger ses proches, protéger ses biens, ses actifs. Donc on voit une claire évolution de ce point de vue-là. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Celle-là, elle est spécifique sur les principaux acteurs du marché de dommages chinois, le P&C, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, ce qui caractérise le marché du P&C, du dommage, c'est qu'il est déjà très chinois et très concentré. Alors, très concentré, pourquoi 65% des primes du marché sont dominées par 3 géants, PICC, Ping An et CPIC. Et en plus de ça, ils accaparent encore plus que 65% des profits du marché. Juste un aperçu, vous voyez, PICC, PNC, c'est 68 milliards de dollars, rien qu'en Chine. À titre de comparaison, le groupe AXA fait dans l'ordre de 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc vous voyez la taille d'un groupe comme PICC en Chine. Si on regarde ensuite, si on prend le top 8, les 8 plus gros assureurs, ça représente 80% du marché. Donc c'est un marché beaucoup plus concentré que la plupart des marchés européens. Et donc à côté de ça, les assureurs étrangers, en gros, ils ont que les miettes. AXA Tianping, c'est le plus gros assureur étranger. Comme je le disais avant, on a un chiffre d'affaires qui doit tourner autour du milliard de dollars. Mais avec ce milliard de dollars, on est très très loin d'être dans le top 10. On est plutôt dans le top 20 que dans le top 10. Donc vous voyez que les assureurs étrangers sont quand même très 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 loin derrière. D'autant plus qu'à part AXA, les autres sont très petits. Si on passe sur la slide suivante, jusqu'ici on a parlé de la taille du marché, on a parlé de ses caractéristiques, des projections de croissance, mais en l'occurrence, la question maintenant, c'est quelles sont les opportunités de croissance pour un assureur étranger en Chine. Alors, avant tout, ce que je dirais, c'est que l'opportunité, elle réside en gros là où
un assureur étranger a un avantage compétitif en termes de différenciation soit de produits ou de services, et où cet assureur réussira à contribuer à faire évoluer le marché dans sa globalité. Et ça, c'est très important parce que on ne peut pas réussir en Chine si on ne contribue pas à l'évolution du marché, à l'évolution de la sophistication du marché. Il n'y a pas moyen. Donc, bon, il y a certainement beaucoup d'autres opportunités. Vous en avez peut-être plein en tête. Moi, j'en ai mis, de mon côté, j'en ai mis 4 en avant sur cette slide. Tout d'abord, l'économie verte. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que la transition énergétique est un enjeu majeur en Chine, et c'est une question de survie. La Chine vise un pic d'émissions en 2030 et une neutralité carbone pour 2060. Donc, quand on voit les émissions aujourd'hui, c'est un plan extrêmement, extrêmement ambitieux. Donc ça, évidemment, comme d'habitude, ça ouvre tout un tas d'opportunités pour des assureurs, que ce soit sur les véhicules électriques, sur la construction de nouvelles centrales électriques sur la base d'énergie renouvelable, sur les risques de pollution environnementale, sur l'assurance paramétrique pour se protéger d'événements climatiques extrêmes, etc., etc. Donc le premier élément, la première opportunité pour moi, c'est l'économie verte. La deuxième, à mon sens, elle est liée au projet des nouvelles routes de la soie. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de cette initiative, qui s'appelle en anglais Belt and Road Initiative. C'est une initiative à long terme, à très long terme, qui représente des investissements colossaux de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an dans des infrastructures, notamment pour ouvrir tout un tas de couloirs économiques en Asie du Sud, en Asie centrale, vers l'Europe, etc. Et comme d'habitude, ces investissements, ils ouvrent des opportunités en matière d'assurance, forcément construction, property, casualty, mais également des couvertures face à des risques terroristes, à des risques de violence politique, des risques d'évacuation de personnel, de la protection d'actifs face à des grèves et des émeutes, etc. etc. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour les assureurs, et notamment les assureurs qui sont capables d'apporter une dimension plus internationale. Alors, la troisième grande opportunité que moi, j'ai spotée, c'est l'assurance cyber. Alors, vous savez, la Chine, c'est le leader mondial avec les États-Unis de l'e-commerce, mais aussi de la banque en ligne et des paiements digitaux, qui représentent des investissements importants aussi. Mais ce que vous n'avez peut-être pas forcément en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'économie digitale dans sa globalité, ça représente plus de 36% du PIB chinois, ce qui est absolument faramineux. Donc dans ce contexte, la Chine a investi massivement récemment pour améliorer ses infrastructures digitales, mais les risques liés à la cybersécurité sont forcément de plus en plus importants, de plus en plus présents, de plus en plus complexes. Et avec ça, les entreprises sont de plus en plus conscientes du besoin de se protéger face à ces risques. Donc, bon, c'est évident que le cyber, c'est un marché très compliqué aujourd'hui, extrêmement risqué, il n'y a pas de doute. Et à la fois, ce qu'on observe, c'est que les autorités s'efforcent de renforcer la réglementation, notamment autour de tout ce qui touche à la protection des données personnelles, etc. Ce qui rend le marché plus structuré, moins volatile et moins risqué pour un acteur qui soit compétent en la matière. Et la quatrième opportunité, et c'est peut-être la plus importante, c'est celle qui tourne autour de la santé. Les dépenses de santé des particuliers en Chine sont en forte hausse. C'est lié à l'augmentation des frais médicaux, l'augmentation des besoins, le vieillissement de la population, etc. Mais avec une couverture qui est encore très insuffisante. Pour vous donner une idée, 44% des dépenses de santé aujourd'hui sont payées par des individus, contre environ 14% dans les pays occidentaux les plus avancés. Donc ça crée un gap, et du coup un espace pour les assureurs pour couvrir ce gap. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que le marché de la santé en Chine explose, avec une croissance moyenne de plus de 30% ces dernières années. Et donc forcément, en tant qu'assureur étranger, ce qu'on peut apporter, c'est entre autres un réseau international, des produits plus sophistiqués pour se différencier des géants locaux. Si on passe à la slide suivante, on a parlé du marché, et si on veut opérer en Chine, il faut avant tout connaître l'environnement réglementaire. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a à la fois un régulateur tout puissant, qui est le CBIRC, mais à la fois des réglementations et des régulateurs différents dans chacune des 31 provinces. Ça rend
le marché extrêmement complexe parce qu'il y a à la fois cette dualité du grand régulateur central, mais aussi des petits régulateurs dans les provinces. Donc la CBIRC, c'est un régulateur qui est extrêmement actif, qui est très présent, qui rentre dans le détail à la fois de la gestion et de la gouvernance de chacun des assureurs, y compris un tout petit comme AXA Tianping, et qui régule de façon en fait très stricte à la fois les produits et les prix, et toujours dans un souci de protection du consommateur. Donc en fait, les soucis et les préoccupations du régulateur ne sont pas les mêmes en Chine que pour la plupart des régulateurs européens qui vont plutôt privilégier comme objectif principal la solvabilité du système. C'est une approche très différente. Alors, un des grands challenges pour les assureurs, quels qu'ils soient, c'est la vitesse à laquelle le cadre réglementaire change et se développe. Alors, pour vous donner une idée, en 2021, plus de 30 circulaires, nouvelles réglementations, etc. ont été émises, ce qui a des implications pour un assureur, qui est d'avoir des équipes juridiques qui soient pléthoriques, juridiques et conformité, qui soient très seniors et surtout qui soient très connectés auprès des autorités. Donc ça, c'est un élément clé de la réussite, c'est d'avoir des équipes juridiques et de conformité très seniors et proches des autorités. Et un dernier point, c'est que pour obtenir une licence en Chine, c'est un processus compliqué et qui peut être très long, qui peut prendre plus d'1 an, plus de 2 ans. Et en plus de ça, ce qu'il faut compter, c'est qu'une fois qu'on a une licence, si on veut opérer dans une province donnée, il faut une nouvelle licence. Et pour chaque nouvelle province, il faut une nouvelle licence. Donc, du coup, le processus, il est long. Pour constituer un vrai réseau de distribution et une vraie présence, disons, dans plusieurs provinces, ça met plusieurs années. Donc, la Chine, ça prend du temps. Voilà. Si on passe à la slide, celle-là, on va pouvoir la passer. Je propose qu'on aille à la suivante directement. Donc maintenant, bon, on a posé le décor. La question, c'est bon, qu'est-ce que tout ça veut dire pour un assureur ou un risk manager étranger? Quelles sont les leçons aussi qu'on en tire et quelles sont les opportunités? J'ai envie de dire 3 choses ici. En premier lieu, ce qui est très important, c'est de localiser l'expertise globale. Ça ne sert à rien et ça ne marche pas de transposer des process, de copier-coller des produits, de copier-coller des couvertures globales sans les adapter à la réalité locale. Le deuxième point, c'est que c'est très important de constituer un réseau local, éventuellement d'ailleurs avec un partenaire, ce que font beaucoup d'autres assureurs, et notamment un réseau qui soit au niveau des provinces, parce que le seul moyen d'assurer un service de qualité aux clients, qui soit dans les règles de l'art et sur lequel on puisse maintenir un contrôle suffisant, c'est en ayant un réseau très capillaire. Et troisièmement, j'ai envie de dire, la Chine, c'est aussi une opportunité pour à la fois apprendre des géants des services financiers et de la tech, qui sont vraiment très innovants, et pour innover nous-mêmes. Et pour ça, ça nécessite une compréhension très fine de l'environnement local et des attentes des consommateurs. Et finalement, si on passe sur la dernière slide, j'ai essayé de lister ici les facteurs clés pour réussir en Chine, ou en tout cas ce que moi j'en comprends. Alors récemment, une CEO d'un grand groupe chinois disait que pour elle, le succès en Chine se résumait à 3 éléments clés: la vitesse, la technologie et les personnes. Et je pense que c'est un bon résumé et c'est certainement très vrai. Alors je vais commencer par les personnes. Il faut tout d'abord les bonnes personnes. Quand je dis les bonnes personnes, c'est des personnes chinoises basées en Chine. C'est impossible de réussir en Chine sans avoir une équipe qui soit locale, talentueuse et qui soit connectée avec le reste du marché, avec les brokers, les clients et le régulateur. Trop d'assureurs, y compris AXA dans le passé, ont essayé de gérer la Chine depuis la Hong Kong, depuis Singapour, et c'est quelque chose qui ne marche jamais. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement aller vite. Il faut dédier des ressources suffisantes aux nouveaux projets. Si on échoue, au moins constater l'échec rapidement et ne pas s'embourber dans l'échec et recommencer à nouveau et procéder par itération. C'est comme ça que procèdent en fait les géants chinois. Ils lancent des projets, il y en a 9 sur 10 qui meurent, il y en a un qui fonctionne, et ainsi de suite. Et effectivement, sur la technologie, il faut investir dans la tech ou trouver des partenaires technologiques parce que les concurrents chinois, eux, vont le faire de toute façon. Si nous, on n'investit pas dans la technologie,
on va à chaque fois créer un gap par rapport à nos concurrents. Mais au-delà de ce triptyque vitesse, technologie, personne, moi j'aimerais bien mettre en avant un certain nombre d'éléments qui me paraissent importants. D'abord, restez toujours proche des régulateurs. Soyez très attentifs aux évolutions réglementaires, c'est fondamental. Soyez résilients. La Chine, ça prend du temps. Et de ce point de vue-là, il faut aussi gérer les attentes des actionnaires et leur faire comprendre que de réussir en Chine, c'est long. Et d'ailleurs, quand ça va trop vite, c'est louche et c'est généralement pas bon signe. L'autre point que je voudrais mettre en avant, c'est le fait qu'il ne faut pas chercher à concurrencer les gros acteurs. Ces gros acteurs chinois, ils seront toujours plus riches, plus puissants, mais aussi plus sophistiqués que nous. Donc, ce n'est pas la peine de les concurrencer directement. Et au contraire, plutôt que concurrencer ces géants, il faut plutôt chercher une niche dans laquelle se positionner et pouvoir exploiter l'avantage compétitif qu'on puisse avoir, quel qu'il soit. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien choisir les provinces dans lesquelles on opère. En Chine, la Chine, c'est très grand. C'est 31 provinces qui équivalent à 31 pays. On ne peut pas être partout. Il faut choisir ses batailles et donc choisir le footprint géographique et les provinces dans lesquelles on veut être. Voilà, c'est à peu près tout pour mon aperçu du marché de l'assurance chinois. Et j'espère que ce sera utile à tout le monde. Merci beaucoup, Gilles. Vous avez encore un petit peu de temps pour rester avec nous, parce que ça permettrait de répondre aux questions à la fin, après l'intervention de Dominique. Bien, avec plaisir. Bon, avec plaisir. Donc, Dominique, c'est votre tour. Permettez-moi de vous présenter rapidement Dominique Cisse, que nombre d'entre vous connaissent, puisqu'il est dans la profession depuis très longtemps. C'est un docteur en droit de formation. Il a travaillé dans des cabinets prestigieux, dont PwC, et il a fini par s'exiler sur les terres du Nord pour rejoindre Verspiren, où il occupe les fonctions de directeur pour l'international. Il est également membre du conseil d'administration. Comme si cela ne suffisait pas à son activité, il a toujours consacré beaucoup de temps à la vie associative en étant président du syndicat des courtiers et actuellement, depuis l'été dernier, il est président du BIPAR, donc qui est l'association qui regroupe les agents et les courtiers d'assurance en Europe. Donc c'est un témoin privilégié de ce qui se passe en Europe, mais dans le reste du monde, puisque dans ses fonctions de directeur international, il passe sa vie dans les avions. Voilà. Alors, la particularité de Verspiren, Dominique l'expliquera mieux que moi, c'est de disposer de leur propre réseau, le réseau Verspiren, mais qui fonctionne de manière tout à fait originale, avec notamment en Chine 3 partenaires différents pour rendre des services adaptés à la clientèle française et internationale. Voilà, à vous la parole, Dominique. Merci, Francis. Je vais donc vous faire une présentation du point de vue du courtier. Gilles disait tout à l'heure qu'il allait redescendre d'un degré. J'espère que je ne vais pas descendre trop bas, mais je vais me retrouver fatalement un petit peu en dessous. Non, je suis bien, j'ai trop de papier là. Les considérations basiques vues à partir à travers l'œil d'un courtier qui, comme l'a indiqué Francis dans le cas du fonctionnement de notre réseau, accompagne ses clients dans leur développement à l'international et donc à l'étranger. Donc je parlerai de l'expérience que je connais, difficile de parler de l'expérience des autres, des points d'attention et des recommandations éventuelles. Certes, vous allez voir qu'un certain nombre de points d'attention, de recommandations se recoupent avec ce qui a été dit avant, sauf que elles sont vues avec un angle un petit peu différent, qui est celui du courtier et non pas de l'assureur ou de la considération géopolitique. Peut-être, pour commencer, quelques remarques préliminaires sur le marché. Ça a déjà été fait. Compléter, par exemple, le fait qu'il est important d'avoir à l'esprit que, comme l'a dit Gilles, le marché de l'assurance est l'idée par 3 grands assureurs que sont PICC, Ping An et CPIC. Sauf que le pourcentage détenu par ces 3 grands assureurs sur le marché chinois tend à décroître. Il ne décroît pas énormément. Il était de 65 il y a 3 ans,
il est de pas 65% il y a 3 ans, il est de 61% aujourd'hui. À la hauteur de la Chine, c'est beaucoup, 3 points de différence. Et alors, ça, c'est dû au fait que le gouvernement, on rejoint ce qui avait été dit par Emmanuel, le gouvernement a donné des directives extrêmement claires sur le marché de l'assurance, qui, comme ça a été déjà dit à plusieurs reprises, est un marché extrêmement réglementé. Et donc, il a demandé aux grands assureurs de diminuer leur présence sur le marché, notamment sur le marché de l'auto, de telle sorte que des assureurs plus petits puissent intégrer ce marché. Et donc, évidemment que il ne faut pas se méprendre. Tout ça est fait parce que la Chine veut se doter, comme on l'a dit, tout ça est très directif, tout ça est très réglementé, tout ça, l'État est présent partout. Elle veut se doter, elle ne souhaite pas avoir 3 énormes assureurs, elle en veut un certain nombre, et je réinsisterai sur ce sujet, ce point un petit peu plus tard aussi. N'oublions pas, Gilles l'a dit, n'oublions pas les provinces. C'est fondamental en Chine. Quand on parle de la Chine, on en parle, nous, vu de l'extérieur, mais la Chine, c'est, comme ça a été dit, 31 provinces. La Chine, et chaque province a, peut dire, sa particularité, et notamment, surtout, sa politique, ses politiciens, et on va parler de la corruption et des phénomènes régionaux, mais ça a une importance tout à fait fondamentale. Le secteur de la santé lui-même se développe beaucoup. C'est vrai que c'est une chose un peu nouvelle. Et notamment, vous savez, les Chinois, ils regardent, et puis ils font, et puis ils font mal, mais c'est pas grave. Ils continuent, et puis ils recommencent, et puis ils font. Et donc, ils vont doter la Chine, dans les années qui viennent, d'un système de santé, de couverture santé, qui va probablement être un des meilleurs du monde, parce que c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Parce qu'ils sont obligés de le faire par rapport à leur population, et compte tenu de la nature politique du régime chinois. Donc le marché, globalement, le marché croît, et il croît de manière intéressante, parce que si par le passé, le marché chinois, c'était 80% d'assurance auto et 20% du reste, aujourd'hui, les pourcentages sont inversés. L'auto représente 20%, et le reste représente 80%. Et ça veut dire une chose tout à fait importante. Ça veut dire une chose que les Chinois, ça veut dire que les Chinois s'assurent, ce qu'ils ne faisaient pas avant, parce que c'est pas par la baisse, ce changement de pourcentage n'est pas dû à la baisse du marché de l'auto, il est dû à l'augmentation des autres marchés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça montre que la Chine et les Chinois s'assurent. Et ils s'assurent aussi parce que le gouvernement impose un certain nombre, décide de rendre un certain nombre d'assurances obligatoires. Donc, il fait des listes par industrie, par produit, par exemple, s'il veut qu'un produit plutôt risqué soit développé, il impose une assurance obligatoire, que la plupart du temps, il subventionne, et que souvent à 80%, le reste étant plus ou moins subventionné par les provinces elles-mêmes. C'est pour ça que la relation entre le pouvoir central et les provinces est fondamentale au soutien de l'économie, en tout cas du secteur de l'assurance. Alors, il y a un certain nombre d'exemples, je vous ai donné quelques exemples, également aussi en matière agricole, par exemple, pour développer la couverture en matière agricole. L'État impose un certain nombre d'assurances obligatoires, et on le verra dans les points d'attention. Il faut évidemment, lorsque Nicolas, par exemple, par rapport à la question de tout à l'heure, il faut être extrêmement attentif et s'assurer que si le gouvernement sort tout d'un coup une liste qui comprend des activités, je pense à toi particulièrement, dites agricoles, et qu'on se retrouve, donc il faut être absolument certain qu'on a bien compris qu'il va y avoir une assurance obligatoire, il faut la prendre. Sachant que, comme je l'ai dit également, et notamment dans des secteurs comme l'agriculture, l'agriculture, elle n'est pas à Pékin. L'agriculture, elle est dans les régions, donc avec les particularités qu'on peut retrouver dans chaque région. Ce que je voudrais dire avant de rentrer dans l'expérience, c'est que ça a été dit d'une certaine manière par Gilles, il est très important de se souvenir que la Chine a le temps. La Chine, elle est dans un calendrier, c'est la 4720e année de ce calendrier, ils ont le temps. Donc, lorsqu'on parle de Belt and Road,
C'est un projet, comme nous sommes complètement incapables en Occident de réfléchir à ce type de projet qui s'étale sur 50 ans. Mais eux, ils ont le temps. Je me souviens, peut-être 10-15 ans, la Chine a lancé son premier satellite. Il n'est pas monté très haut, il a explosé. Bon, tout le monde rigolait. Oui, mais ben, ça a pris 5 ans, ça a pris 10 ans, et ils l'ont envoyé. Et ça prendra 15 ans, et ça prendra 20 ans, et il y en aura 3 fois plus que nous, ce qu'on peut envoyer. Donc il faut être extrêmement prudent avec la Chine, ils ont le temps, et il ne faut pas aller plus vite. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et comme l'a dit Gilles, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est inquiétant si ça va trop vite, parce que ça veut dire que ça ne suit pas les circuits traditionnels, naturels de la prise de décision. Il faut savoir aussi qu'en Chine, tout est plus grand. Ceux qui ont été vont entrer dans un aéroport, c'est 10 fois plus grand que Roissy. Tout est plus grand. Quand ils construisent un quartier, ils construisent une ville. C'est incroyable. Quand on atterrit aux différents aéroports et qu'on voit ces maisons à perte de vue, chaque fois qu'ils construisent un quartier, bien sûr, il y a une mairie locale, mais il y a toute l'infrastructure, comme si c'était une ville autonome. Donc tout est plus grand, et parce que tout est plus grand, tout est plus difficile. Évidemment, la Chine est grande, j'ai parlé des provinces déjà, tout est plus grand, tout est plus difficile. Et donc, je l'ai déjà cité à plusieurs reprises, ne jamais oublier que le provincial a une importance considérable. Le pouvoir central, c'est le pouvoir central, mais jamais le pouvoir central, en tout cas directement, pour des raisons de culture et de ne pas perdre la face, ne va bypasser le pouvoir provincial, c'est hors de question. Et c'est pour ça aussi que ça prend du temps. Il faut discuter, il faut convaincre, même si à la fin, la province dira oui, mais on est obligé de passer par cette phase de discussion de façon à ce que chacun puisse jouer son rôle et chacun ait le sentiment d'être à sa place. Alors sur l'expérience que j'ai à travers l'entreprise dans laquelle je suis, comme l'a dit Francis, nous avons notre propre réseau propriétaire qui s'appelle Verspiral International. Juste rapidement pour avoir une idée, parce que l'expérience que je vais évoquer est la mienne, et donc elle s'inscrit dans le type de réseau que nous avons mis en place. Il y a 3 grands types de réseaux différents. Il y a les réseaux intégrés, Marsh et Owen Willis sont des réseaux totalement intégrés. Vous les connaissez, tout le monde les connaît, qui fonctionnent d'une manière qui leur est propre, c'est-à-dire que si vous venez voir Marsh ici et que vous avez des affaires à Hong Kong, Marsh France va contacter Marsh Hong Kong et ils vont s'assurer que le service localement soit rendu convenablement, etc. Ensuite, vous avez des réseaux que, c'est pas très élégant, mais que j'appelle en roue de vélo parce que vous avez un centre administratif, des partenaires tout autour qui sont reliés au centre administratif par une convention, et c'est le type de réseau comme Assurex Global, comme WBN, comme IBN, qui sont des réseaux qui, le centre administratif a pour objet de permettre aux partenaires de discuter entre eux. Mais le centre administratif en lui-même n'est pas un courtier, ne fait pas d'affaires. Il organise la relation entre les différents partenaires. Et puis, il y a des réseaux, comme le nôtre, Verspiral International, qui est un réseau propriétaire, avec des filiales et avec des partenaires. Il y a d'autres exemples, par exemple Funk ou Gallagher, qui sont d'ailleurs... Nous avons Funk, qui est un courtier familial allemand, 200 et quelques millions, qui est très ancien, 1879. Gallagher, que vous connaissez, on a suffisamment parlé l'année dernière, fait à peu près entre 9 et 10 milliards. C'est un petit peu plus gros que nous. Et nous sommes chacun membre du réseau de l'autre. Ce qui fait que nous avons une sorte d'alliance stratégique. Et chacun d'entre nous a un réseau propriétaire avec des filiales qui le composent et des partenaires. Ce qu'on fait en termes de stratégie, c'est qu'on essaie de, puisque nous avons cette alliance stratégique, d'avoir des partenaires communs, de telle sorte qu'on n'ait pas à chaque fois, ce que je vais expliquer, ce que nous attendons du rôle du courtier, à faire la formation de nos courtiers partenaires, et que si on peut le faire une fois pour les 3, c'est pas plus mal. Donc,
Il reste aussi une modalité qui est un certain nombre de cabinets qui n'ont pas de réseau, mais qui ont des relations, des cabinets à l'étranger qui ont des relations, qui travaillent avec. Je ne porte pas de jugement sur le mérite de chacun de ces réseaux, je dis simplement que nous fonctionnons comme ça. Alors, dans notre philosophie, c'est quoi le rôle du courtier? Le rôle du courtier, c'est d'accompagner le client dans son développement et ses implantations à l'étranger. Nous sommes en France, nous avons des clients français qui ont des opérations à l'extérieur, donc nous les accompagnons, nous les aidons. Pourquoi? L'idée, c'est de s'assurer que la filiale locale, parce que donc vous avez le client, sa filiale locale, nous, notre partenaire ou notre filiale. Nous parlons au niveau de nous avec la société mère, le courtier avec la filiale, le courtier avec nous et la filiale avec sa mère. Donc ce qu'il faut, il faut s'assurer que le circuit d'information fonctionne, premièrement, et que deuxièmement, l'information n'est pas altérée dans son fonctionnement et dans son circuit. Donc, ce qu'on attend, nous, les critères selon lesquels nous choisissons nos représentants, c'est que ce sont, pour nous, des courtiers qui ont une culture internationale. Il ne s'agit pas seulement de parler l'anglais, il s'agit de comprendre qu'il y a des gaps culturels. Alors, pardon, mais en Asie, beaucoup plus qu'ailleurs, pas plus en Chine qu'en Corée, au Japon, enfin, en Asie, beaucoup de gaps culturels qu'il est fondamental d'être capable de combler pour éviter justement qu'il y ait des malentendus. Il y a aussi ce qu'on attend de notre courtier local, c'est qu'il soit capable de nous expliquer ce qu'il est possible d'assurer sur place ou ce qui n'est pas possible d'assurer sur place. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels vous avez des assurances que vous ne pouvez pas prendre, parce que les pays considèrent que, par exemple, ce sinistre ne peut pas exister chez eux. Donc, tu connais bien ça, le fait que la master va fonctionner à ce qu'on appelle DIC-DIL, en différence de conditions, en différence de limites. Donc, le courtier local doit nous aider à identifier toutes ces situations. Il y a aussi des phénomènes qui sont liés à la valeur de la monnaie. Je prends l'exemple de l'Indonésie. Quand vous avez, par exemple, une franchise locale de 10 000 euros ou 10 000 $, en Indonésie, ça doit représenter 150 millions, je crois. Or, ce n'est pas un pays inflationniste dans lequel le poulet vaut 3 millions. Le poulet, il vaut 40. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on ne fait pas attention, cette franchise qui existe au niveau du programme global va faire que l'assurance locale ne fonctionne pas. D'où l'intérêt qu'il y a à la faire fonctionner en DIC-DIL. Donc, je vous ai parlé du profil du partenaire. Je vais juste vous donner une anecdote pour vous montrer combien il faut être attentif. Pour un de nos clients qui a une opération en Corée, client du luxe, avec le luxe, dès qu'un produit a le moindre, il passe au pilon. Ça évite le marché parallèle, etc. En Asie, toutes ces boutiques de luxe, la plupart de ces boutiques de luxe sont dans des malls. Et le mall, il a de l'air conditionné et des sprinklers. Et évidemment, il arrive assez couramment que le sprinkler se mette en marche, qu'il y ait une alarme incendie, qu'il y ait tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, la marchandise est complètement, doit être détruite. Et le client nous dit, je ne sais pas ce qui se passe là, en Corée, je ne sens pas ma filiale, je ne sais pas, il y a des informations qui ne remontent pas, je ne comprends pas. Bon. Nous, on interroge notre partenaire correspondant, on dit, qu'est-ce qui se passe, quelque chose? Non, ça fait un peu de temps, et puis ça continue, puis on sent que... Bon. Ça finit par m'agacer, je dis à mon collaborateur, prends l'avion, va à Séoul et va voir ce qui se passe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dirigeant de la filiale locale n'a pas appliqué les directives, s'est trompé, on va dire comme ça, n'a pas appliqué les directives de la société mère. Notre courtier le savait, mais comme il n'a pas voulu le faire perdre la face, il ne nous l'a pas dit. Et on pouvait rester comme ça. Et ça, c'est un gap culturel. Je peux vous dire que mon courtier local m'a entendu.
justement, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous dise ce genre de choses, parce que c'est fondamental. Dominique, Je si on veut, oui, vous êtes en retard. Alors, je me dépasse. Donc, les points d'attention, je vais faire très vite. On l'a déjà dit. Donc, suivre les évolutions réglementaires, comme on l'a évoqué, qui sont des évolutions qui peuvent être très rapides et nombreuses. Tu m'avais fait cette remarque. Aujourd'hui, il faut faire très attention parce que les Chinois appliquent les contrats à la lettre. Donc, dans le temps joué, c'est fini. Ça applique à la lettre. Donc, on a intérêt à faire extrêmement attention à la rédaction du contrat pour s'assurer qu'il couvre bien ce dont on a besoin. Le risque politique, alors c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, la question de Nicolas aussi. Le risque politique, si vous dites en Chine que vous voulez vous assurer sur le risque politique, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il vous explique qu'il n'y a pas de risque politique et qu'il ne voit pas où se trouve le problème. Donc il faut bien s'assurer que ça puisse être couvert en amont. Gestion des sinistres, on en a parlé. L'idée, c'est d'être certain qu'on ait un assureur qui a un réseau sur place, qui fait qu'il y a des experts qui sont des experts à profil internationaux, faute de quoi on se retrouve devant des expertises qui pouvaient être particulières. La cyber, d'après ce que je comprends du marché aujourd'hui, n'est pas une priorité. Et il n'y a pas en Chine de régime légal des catastrophes naturelles, c'est donc dans l'assurance dommage, c'est pourquoi il faut être très vigilant à savoir que ce risque soit bien couvert. Donc, recommandation, mon dernier point, au moment du choix de l'assureur pour ce qui compte au niveau de la master policy, s'assurer qu'il a une représentation solide en Chine avec un partenaire solide qui va pouvoir apporter la prestation qu'on attend classiquement d'un assureur, et notamment en hypothèse de sinistre. Même chose vis-à-vis du courtier, mais je vous l'ai expliqué déjà. Bien organiser le contact et la confiance entre la filiale locale et le courtier, et contrôler le fronting local chinois, créer des liens avec, et s'assurer évidemment que les instructions qui ont été données sont claires, qu'elles ont été suivies et qu'elles ont été retranscrites dans le contrat. Voilà. Merci Dominique, c'est toujours difficile d'être le dernier à intervenir puisque tout le monde a bouffé mon temps avant. En général, on lui a pris un peu plus de temps. Donc voilà, il est temps de passer aux questions. On avait une question tout à l'heure sur le risque politique, terrain a priori délicat. Je t'ai répondu, Nicolas, ou tu... Est-ce que... Il n'y a pas de réponse. Non, c'est ça. Est-ce que Gilles peut nous apporter... Non, mais je l'ai bien dit qu'il n'y avait pas de réponse. Non, mais le point de vue de l'assureur, puisque tout à l'heure, on parlait de ce sujet-là dans votre présentation. Oui, bah, sur les risques politiques, ce que je disais un peu avant, c'était que c'est... nous, on voit ça comme une opportunité de marché, une opportunité de croissance. Aujourd'hui, il y a quand même des investissements significatifs qui sont faits par des entrepreneurs chinois dans des zones à risque dans le cadre de Belt and Road, qui automatiquement génèrent des risques politiques, qui peu à peu commencent à être perçus comme des réalités, comme ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer ces derniers jours en Asie centrale, Pakistan aussi, enfin, etc. Donc, progressivement, ça crée des besoins nouveaux. Je pense aussi les grands investisseurs chinois commencent à se rendre compte que c'est un risque qu'il faut couvrir. Après, la question, c'est comment le couvrir et comment s'assurer que dans ce contexte-là, on n'est pas nous-mêmes excessivement exposés, puisque c'est des investissements qui sont colossaux dans des régions du monde qui sont compliquées et pour lesquelles gérer les sinistres, c'est très complexe, et surtout réaliser les expertises sur place, c'est très complexe. Voilà. Une autre question? Oui, là-bas au fond de la salle. Il manque un micro. Enfin, vous pouvez peut-être... Oui. Une question pour la ville. Vous parliez tout à l'heure de sophistication de l'offre chinois. Où est-ce qu'elle se situe la sophistication de leur proposition par rapport au vol? Voilà, je suis désolé, j'entends absolument rien, j'entends une espèce de vibration et j'ai pas pu entendre la question. Oui, je suis désolé. Je vais demander normalement d'avoir quelqu'un. En fait, la question c'est
Vous avez parlé de la sophistication des assureurs locaux et la question posée, c'est en quoi consiste-t-elle effectivement par les partenaires sociaux? Est-ce que vous remarquez, vous constatez qu'effectivement les grands assureurs chinois évoluent rapidement sur ces sujets-là? De façon, la sophistication, vous avez dit? Oui, des contrats, des partages, etc. Oula, désolé, je vous entends très très mal. On observe la sophistication pour moi, alors je ne parlais pas tant que ça sur la rédaction des contrats ou sur la gestion des sinistres, mais c'est plutôt dans les produits, sur l'utilisation de technologies et de services associés aux produits. C'est quand on voit un assureur comme Ping An, par exemple, qui est capable de faire des spin-offs comme Good Doctor, qui est une entreprise qui maintenant pèse des milliards et qui a commencé comme un système de téléconsultation en utilisant l'intelligence artificielle pour fournir des services additionnels aux clients santé de Ping An. C'est spectaculaire à la vitesse à laquelle ces assureurs évoluent et utilisent la technologie, et dans des mesures où nous-mêmes on a du mal à suivre et à faire mieux qu'eux. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, parce que j'ai assez mal entendu, pour être très honnête. Mais... Oui. Bon, très bien, merci Gilles. Voilà, quelqu'un d'autre? Une fois, deux fois, trois fois. Sur le plan plus politique, c'était naturellement une question pour Emmanuel. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des contre-pouvoirs en Chine? Est-ce que la situation est inéluctable? Monsieur Xi Jinping va être élu à vie comme Mao, alors que le Parti communiste avait bien décidé que le pouvoir ne pouvait être nommé que 2 fois, et qu'en plus, le pouvoir était collectif, pour éviter justement les dérives maoïstes de l'époque. Bon, moi, je crois que oui. Il faut voir aussi que cette ouverture, elle s'était faite en même temps que l'ouverture des frontières. Or là, comme l'a très bien expliqué Emmanuel, le pays s'est replié sur lui-même. Encore une fois, c'est extrêmement complexe. Les provinces ont du pouvoir. On voit ça, nous de l'extérieur, mais les provinces ont du pouvoir. Et donc, il y a un équilibre qui se fait entre le centre et les provinces. Et c'est un équilibre compliqué, instable. Évidemment, il y a des bonnes et des mauvaises raisons à cela. Mais je pense qu'en effet, alors que le pays se referme, il est là pour un certain temps. Si on a intérêt à s'y habituer. Ouais, en fait, j'allais dire exactement la même chose que Dominique. Pardon, excuse-moi. Oui, j'allais dire exactement la même chose que Dominique. Effectivement, je pense que la pandémie a accéléré, disons, la mainmise de Xi Jinping sur la Chine et la fermeture de ce qu'Emmanuel appelait la matrice. Il n'y a pas de contre-pouvoir en tant que tel, c'est-à-dire il n'y a pas de contre-pouvoir dans la presse, il n'y a pas de courant dissident au sein du parti, il n'y a pas de tout ça. Par contre, effectivement, le seul contre-pouvoir existant, c'est le pouvoir des provinces. Et en effet, c'est un équilibre instable. Gérer 31 provinces, c'est complexe. Et les provinces gardent quand même pas mal d'autonomie et de liberté. Et le vrai contre-pouvoir à Xi Jinping, il est dans les provinces. Mais ce n'est pas un contre-pouvoir comme on peut l'entendre, nous, au sein de la presse, au sein de courants dissidents, au sein d'opposition. C'est au contraire la nature elle-même de l'organisation territoriale chinoise qui fait que, de facto, Xi Jinping n'a pas totalement les mains libres non plus. Ce qui ne l'empêchera pas d'être élu probablement à vie au congrès du parti en octobre. En tant qu'ancien risk manager, ma préoccupation était souvent, toujours même, quelle est la qualité des règlements de sinistres. Alors évidemment, pour les programmes internationaux, on est à peu près tranquille parce que la master interviendra ou bien l'assureur principal et les courtiers interviendront pour que l'assureur local paye sa part. Mais dans tout groupe, tout n'est pas réglé par les programmes internationaux. On a souvent des polices locales, purement locales. Et donc, que pensez-vous de la qualité des règlements
Et est-ce que vous-même, je parle à AXA, est-ce que vous-même vous incitez vos clients AXA, par exemple, à souscrire l'ensemble des branches chez vous? Alors aujourd'hui, les volumes qu'on fait en grand risque en Chine sont trop petits pour évidemment avoir ces prétentions-là. Mais c'est vrai qu'en dehors des programmes internationaux, la gestion de sinistres aujourd'hui est quand même très loin d'être au standard qu'on peut connaître en Europe. Des enfin, des prestataires de services, des firmes, des avocats de firmes internationales, etc., sont souvent pas de présence en Chine. Donc mécaniquement, les investigations autour du sinistre sont beaucoup plus complexes que dans d'autres pays d'Asie comme la Corée ou le Japon. Et notamment dans le contexte actuel avec le Covid où c'est impossible de voyager, ça rend la gestion des sinistres encore plus compliquée. D'autant plus qu'en fait, le cadre réglementaire chinois, au-delà de la compétence des gestionnaires de sinistres, le cadre réglementaire chinois est très complexe. Il est fondé sur un certain nombre de codes et de lois. Donc, il n'y a pas une simple... Enfin, je veux dire, un sinistre donné, il n'y a pas une simple réponse basée sur une simple ou une loi unique. C'est beaucoup plus complexe. C'est un système de lois assez complexe, assez codifié et assez archaïque qui donc rend la gestion des sinistres beaucoup plus complexe. Et ensuite, Dominique mentionnait l'importance du contrat. Alors c'est effectivement vrai d'un point de vue du chinois. Le contrat, c'est le contrat. Mais à la fois, le contrat dans une relation commerciale chinoise, le contrat, c'est le début de la négociation. Donc ça rend la gestion du sinistre encore plus complexe. Oui, là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il faut s'assurer, lorsqu'on monte un master, un programme international en France, que l'assureur avec qui on va travailler a une représentation en Chine, en cas particulier, qui soit efficace et qui permette un accompagnement réel, spécialement en hypothèse de sinistre, comme l'a dit Gilles. C'est extrêmement complexe. À ça s'ajoute un phénomène, je l'ai vécu pour un de nos clients qui avait fait son flagship. Il a été livré magnifique. 3 mois après, infernal. Parce que, à l'époque, ça fait peut-être 5-6 ans, quand ça paraissait bien, c'est bien. Sauf que le plancher en teck, au bout de 3 mois, il s'est gondolé parce que le teck n'était pas assez sec, que les peintures qu'ils avaient mis étaient trop diluées. Donc, imaginez-vous, dans une maison de luxe avec un flagship, c'est infernal. Et la gestion du sinistre, pour ça, ça a été l'horreur. Non, c'est pour ça qu'il est fondamental à la fois que nos partenaires localement soient les partenaires qui ont la possibilité d'agir auprès des assureurs et de choisir un assureur qui lui-même a son réseau d'expertise efficace dans ce pays. Et comme le dit Gilles, j'en termine, même hors le Covid, on n'y va pas toutes les semaines, donc c'est loin. Voilà, donc je vous propose d'en rester là, à moins que quelqu'un ait la dernière question. Non, donc bon, il me reste à vous remercier, et en particulier les intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La réception était parfaite et on a tout compris. Donc, c'est sur le plan technique, on remercie les techniciens parce que ça s'est vraiment très très bien passé, ce qui n'est jamais tout à fait évident. Merci beaucoup. Merci. Ravi d'avoir été avec vous. Oui, à la fois prochaine. Merci. Merci. Encore merci.